Nelly Crémel, dont le corps a été retrouvé hier, porte des traces de balles. C'est ce qu'indique l'autopsie pratiquée aujourd'hui. Les enquêteurs continuent de rechercher le moindre indice autour de la scène du crime. Passé maître dans l'art de l'imposture, cet homme de 31 ans s'est fait passer pour un collégien de 15 ans, à son actif déjà plusieurs usurpations d'identité, dont une qui lui a valu 6 ans de prison aux États-Unis. Le Conseil national de l'UMP avec main dans la main Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, l'alliance affichée du patron de l'UMP et du chef du gouvernement, déterminés à travailler ensemble jusqu'à la présidentielle de 2007, dont Nicolas Sarkozy a fixé le calendrier de l'UMP. Et François Fillon, ancien ministre de l'Éducation, est l'invité de ce journal. Le G8 annule à 100% la dette des pays les plus pauvres, une date à marquer d'une pierre blanche pour ces 18 pays étranglés par leurs emprunts et par les taux de remboursement. Et puis le salon du Bourget ouvre ses portes lundi avec en vedette l'A380 en avant-première. Nous vous proposons de pénétrer à l'intérieur du cockpit pour le décollage de ce géant désert. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, les résultats de l'autopsie ne laissent guère de doute. Nelly Crémel, dont le corps a été retrouvé hier, 8 jours après sa disparition, a été touchée par plusieurs impacts de balles. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte. Eleonore Gay, Amaury-Guibert. À la recherche d'indices ou de l'arme du crime, jusque dans les containers à verre. Sur le terrain, plus de 50 enquêteurs. Quand les uns fouillent, les autres entendent, encore et toujours, les habitants du secteur. Depuis que le corps de Nelly Crémel a été retrouvé hier dans ses bois proches de la Ferté-sous-Jouarre, l'autopsie a confirmé la thèse du meurtre. Plusieurs coups de feu et de violents coups à la tête sont à l'origine du décès de cette mère de famille de 39 ans, mais elle n'aurait pas subi d'agression sexuelle. Femme au foyer, sportive, elle avait disparu le 2 juin dernier, après avoir quitté sa maison à 10h30 pour son jogging quotidien. Était-elle la cible du ou des meurtriers? Sa mort a-t-elle un lien avec les activités de son mari, membre de la DGSE, les services secrets français? Trop tôt pour le dire. Dans ces sous-bois, sur ces chemins qu'elle a peut-être empruntés, les investigations vont se poursuivre à la nuit tombée. Nous avons des systèmes qui nous permettent de colorer les taches de sang, et donc de les voir avec un système lumineux de nuit. Donc au niveau des traces, ça peut nous donner des éléments sur le transport du corps ou des éléments sur l'auteur. Dans la ville où vivait Nelly Crémel, les habitants attendent maintenant des réponses. Ça ne peut qu'inspirer que de l'inquiétude. Maintenant, on est bien conscient que cette affaire va être solutionnée, nous on l'espère fortement, c'est l'avis de tous les habitants. Des riverains, des connaissances qui ont tous un jour croisé Nelly Crémel, cette femme à la vie bien réglée. Ce soir, le périmètre reste bouclé autour du lieu de la découverte de son corps. Venons à cette affaire à peine croyable, un imposteur pathologique qui depuis des années usurpe toutes sortes d'identités. Le mois dernier, il s'est fait passer pour un élève de 15 ans dans un collège de Pau, mais ses faits d'armes sont nombreux. Il y a des années, il avait pris la place dans une famille américaine de leur fils disparu, ce qui lui a valu 6 ans de prison aux États-Unis. David Bazier, Sébastien Anglade. Une allure d'adolescent qui a trompé pendant 3 mois le collège Jean Monnet de Pau. À 31 ans, Frédéric Bourdin était en 4e sous le nom de Francisco. Orphelin espagnol en fugue, une histoire inventée toute pièce. Dans 4 jours, j'aurai 31 ans, en effet. Eh bien, c'est que ça fait 15 ans que je fais ça. Que j'ai connu depuis un âge très jeune, j'ai connu la vie en institution, que ce soit en colonie de vacances ou dans des foyers de protection. Je n'ai fait que ça. Surnommé le caméléon pour sa faculté à usurper les identités, il n'a pas eu de mal à berner le personnel de ce centre pour l'enfance. Tout le monde a cru à l'histoire de l'orphelin espagnol fugueur et sans papier. Il y a forcément un doute, mais le dispositif est fait ainsi que la protection prime sur la suspicion, en fait. Aux États-Unis, le caméléon a connu la prison pour s'être infiltré dans une famille. Polyglotte, visage épilé, acteur parfait, pendant 3 mois il s'est fait passer pour Nicolas, le fils disparu depuis 3 ans. En 2004, en France, en Isère, une histoire similaire, seul l'ADN le confondra. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais et que j'ai vraiment apprécié ce qu'on a fait pour moi et que je n'ai joué avec personne. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la simulation, ce n'est pas un défi. Ce n'est que de la recherche d'amour et ça ne changera jamais. Reconnu par une enseignante, Frédéric Bourdin a été interpellé. Entendu puis relâché, il comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour usage de faux.
À la Samaritaine, pour ce dernier samedi avant fermeture, les clients étaient nombreux et les employés ont tenu une assemblée générale à l'intérieur du magasin qui doit fermer ses portes mercredi prochain. La direction, elle a tenu preuve à l'appui à démontrer que la sécurité du bâtiment n'est pas un prétexte. François Baudonnet sur place et Marie Cazot. Vous êtes clients, mais vous êtes aussi salariés pour la plupart d'entre vous. Un peu surpris, les clients de la Samaritaine. En ce premier samedi, après l'annonce officielle de la fermeture du magasin, les syndicats ont voulu les informer sur la situation de ce lieu emblématique de la capitale. Pour une partie du personnel, en effet, le risque d'incendie invoqué par la direction n'est qu'un prétexte. Des mesures sont applicables immédiatement pour continuer de renforcer la sécurité. Donc rien ne justifie qu'on décide aujourd'hui de fermer le magasin mercredi. La direction met au contraire en avant l'incroyable fragilité de ce bâtiment centenaire. Cette poutre, s'il y a un feu important dans le magasin, elle s'effondre au bout d'un quart d'heure. Vous avez entre des grandes poutres un plancher, qui lui aussi est à base de structures métalliques. En cas de feu, au bout de 8 minutes, il s'effondre. Ce qui veut dire que s'il y a un feu important dans le magasin, en un quart d'heure, tout est par terre. La direction de la Samaritaine affirme que son immeuble Art déco est construit sur le même modèle qu'un grand magasin de Bruxelles. Il est trop tard pour évacuer le magasin. En proie aux flammes, il s'était effondré en 30 minutes, bilan 300 morts. Mais la Samaritaine perd de l'argent. Alors, son propriétaire, le groupe LVMH, profiterait-il de la situation pour en faire un hôtel de luxe, par exemple? Il n'y a aucune fausse raison dans la fermeture de la Samaritaine. Il y a simplement des rapports d'expertise qui engagent ma responsabilité et qui font que nous devons faire cette fermeture puis ces travaux. Le plus vieux grand magasin de Paris fermera ses portes mercredi et son avenir sera scellé le 28 juin. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans le collimateur du ministre du Travail qui demande que l'on relève les grilles des salaires. Trop souvent, les salariés de cette branche sont rémunérés en dessous du SMIC, ce qui n'est pas conforme au Code du travail. Les grilles de salaire qui sont encore libellées en francs et non en euros. Les réactions ne se sont pas fait attendre, comme le montre ce reportage de Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Le mois de juin, c'est comme un tour de chauffe avant la saison. Sur le port du Pouliguen, Clarisse ne chôme pas. Son restaurant est presque complet. Les propos du ministre l'ont choquée, dit-elle. Moi, mes salariés sont payés à l'heure, les heures supplémentaires sont payées, donc moi, de ce côté-là, j'estime que j'ai fait les efforts qu'il faut. Et ça fait 15 ans que je suis installée et j'ai jamais eu un seul problème avec mon personnel. À 2 pas de là, dans son établissement refait à neuf, Jean-Marc Hédé est sur la même longueur d'onde. Selon lui, le 1,5 milliard d'euros d'allègement de charges a profité également aux salariés. Nous avons passé des accords avec le gouvernement l'été dernier en acceptant une réduction du temps de travail jusqu'à 39 heures. Nous avons augmenté les bases salaires de 11%. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Côté cuisine, Pierre-Jean ne se plaint pas. Certes, il ne compte pas ses heures, mais il a négocié son salaire. Mais il trouve que le métier reste peu attractif. À ses yeux, rien n'a changé. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes maintenant qui ne sont pas à travailler. Ils sont prêts à travailler, s'ils ont le salaire qui suit, il n'y a pas de problème. Mais faire 60 heures, 70 heures pour gagner du SMIC, c'est vrai que ça décourage pas mal de personnes. Mais pour faire plus, disent les professionnels, il faut une baisse de la TVA qu'ils attendent toujours. Il ne faut pas prendre les gens à rebrousse-poil. Qu'on tienne parole, on nous donne la TVA au taux réduit et on pourra augmenter les salaires, baisser les prix et investir. Enfin. Un débat qui n'est peut-être pas étranger au fait que les travaux de la commission paritaire traînent en longueur. Créée pour moderniser la filière, elle n'est pas encore parvenue à un accord. Face à l'invasion du textile chinois depuis le début de l'année, un accord qui devrait donner un répit aux industries en difficulté. La Chine et l'Union européenne se sont mises d'accord. Pékin accepte de limiter pour un temps, en tout cas, la hausse de ses exportations de textiles. Les autorités chinoises qui évoquent un accord exemplaire qui devrait inspirer les Américains. Séverine Lebrun, Isabelle Devian. Ça, c'est les collections. Nous l'avions rencontré il y a quelques semaines dans son entreprise de sous-vêtements. Son chiffre d'affaires avait chuté de 20%. Alain Rouleau a pourtant anticipé la concurrence chinoise en délocalisant toute sa production en Roumanie et en Tunisie. Cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, il regrette l'inertie européenne. Regardez l'attitude des Américains par rapport aux Chinois. Ils ont rétabli les quotas, ils discutent après. Nous, on rétablit rien du tout, on n'arrête pas de discuter, et finalement, on aboutit à un accord tel que je le lis, qui est un accord totalement insuffisant. L'accord en question prévoit une limitation de la croissance des exportations chinoises vers l'Europe à entre 8 et 12,5% jusqu'en 2007.
Depuis la fin des quotas, le 1er janvier dernier, les exportations de pulls, par exemple, ont cru de 534%. Elles seront ramenées à plus 8% par rapport aux 12 derniers mois. Même chose pour les pantalons. Quant aux exportations de t-shirts qui avaient augmenté de 186%, elles seront limitées à plus 10%. C'est une bouffée d'oxygène qui permettra à l'industrie européenne de s'adapter, de se restructurer et de se développer sur différents marchés. Nous ne pouvons pas indéfiniment bloquer les importations chinoises en Europe. Un ultime sursis, car les Européens savaient depuis 10 ans qu'ils auraient à affronter la concurrence chinoise. L'accord prévoyant la libéralisation du marché textile date de 1994. Apparemment, l'industrie européenne a tardé à réagir. Autre accord, celui-là concerne les pays les plus pauvres de la planète. Les pays du G8, les plus riches du monde, annulent la totalité de la dette de 18 pays étranglés par leurs emprunts. Les taux de remboursement, un accord historique pour les autorités américaines. Richard Binet. 40 milliards de dollars de dette rayés d'un trait de plume par les ministres des Finances des pays les plus riches de la planète. S'agit-il pour autant d'un cadeau? Non, répondent les spécialistes. Plutôt une remise des compteurs à zéro, tant au fil des décennies, les emprunts contractés par les pays les plus déshérités sont devenus un obstacle total à leur développement. Ce système était devenu absurde, il était paralysé. Et dans la société internationale, il n'y a pas de cadeau, il y a des calculs politiques, des calculs économiques en l'espèce, à savoir que la relance de l'économie mondiale ne peut pas se faire sans les pays en développement. Mais il s'agit aussi de redonner une chance aux 18 premiers pays concernés, le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, le Nicaragua ou le Honduras. Là-bas, l'accumulation de la dette y représente parfois jusqu'à 250% du revenu annuel, soit 2 années et demie qu'il faudrait passer à travailler, sans salaire ni dépenses, pour sortir du cercle infernal. Étranglés, les plus démunis ont privatisé à la hâte, hypothéqué leurs ressources minières et pratiqué des coupes claires dans leurs budgets sociaux. Ainsi, au Niger comme au Mali, le remboursement des seuls intérêts de la dette dépasse le budget de l'éducation et de la santé réunis. Les membres du G8 qualifient cet accord d'historique. Dans 12 à 18 mois, 9 autres pays devraient bénéficier de la même mesure. En Irak, le cycle de la violence avec ce matin le mitraillage d'un bus au sud de Bagdad. 11 ouvriers irakiens ont été tués, 3 autres blessés. Par ailleurs, un kamikaze a fait sauter un camion plein d'explosifs tout près de l'ambassade de Slovaquie. Une attaque qui, fort heureusement, n'a fait que quelques blessés. En moins de 24 heures, l'explosion d'une voiture piégée a également tué 10 personnes en blessant 28 autres. Et puis, bien sûr, nos pensées vont, comme chaque soir, à Florence Ovna et à son guide Hussein Hanoun, retenu en otage en Irak depuis maintenant 157 jours. On a appris par ailleurs aujourd'hui la libération de 2 employés de Médecins sans frontières qui avaient été enlevés la semaine dernière en République démocratique du Congo. En politique, on retiendra d'abord de cette journée l'image d'un tandem, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, qui jouent résolument la carte de l'alliance devant les cadres de l'UMP réunis aujourd'hui à Paris. Un mariage de raison. Le président de l'UMP main dans la main avec le chef du gouvernement jusqu'à la présidentielle. Michael Darmon, Philippe Quérault. C'est ce qu'on appelle un petit baptême du feu. Premier discours de Dominique de Villepin devant les cadres du parti. Soudain, à la tribune, on entend les premières mesures de la Marseillaise. Il faut alors récupérer la salle et improviser. Écoutant notre chant national, je vous pose la question, faut-il attendre ou faut-il avancer? Faut-il s'arrêter ou reprendre la route? Est-ce que nous sommes un peuple assis ou est-ce que nous sommes un peuple debout? En ce qui concerne la politique, il y a du nouveau. C'est la lune de miel entre Matignon et l'UMP. Vous n'attendiez pas de moi que je presse le gouvernement d'en faire le moins possible. Je suis solidaire du gouvernement. Je suis solidaire du chef du gouvernement, Dominique de Villepin. Je l'aiderai de toutes mes forces. Je crois que les mesures qu'il a présentées dans son discours de politique générale sont utiles. Nous avons la chance d'avoir au sein du gouvernement, avec des hommes et des femmes d'engagement, un homme d'énergie, un homme de talent, Nicolas Sarkozy. Réunis pour tirer les enseignements du référendum, l'UMP a surtout produit un nouvel agenda, car l'objectif pour Nicolas Sarkozy est désormais d'être désigné par son parti comme candidat à la présidentielle. Et c'est moi qui vous le dis.
on ne construit rien sur des ruines. On a tout intérêt à ce que le quinquennat de Jacques Chirac soit une réussite et à l'aider à en faire une réussite. En quelque sorte, on assiste à l'alliance des quinquas de la droite chiracienne et sarkozyste. Aujourd'hui, s'il a évoqué par 2 fois le président de la République, Dominique de Villepin n'a en revanche pas prononcé le nom de Jacques Chirac. François Fillon, bonsoir. On ne vous a pas entendu depuis que vous n'êtes plus au gouvernement. J'ai envie de vous demander comment allez-vous? Est-ce que le temps de la colère est passé? J'ai pas d'amertume parce qu'un ministre, c'est un serviteur et la République le congédie quand elle le désire. Mais la colère n'est pas passée. La colère n'est pas passée parce que je vois depuis 10 ans mon pays s'enfoncer dans la crise. Je le vois perdre pied sur le plan international. Et j'ai le sentiment qu'on ne prend pas la mesure de la gravité de la situation qui est la nôtre. Il y a eu le 21 avril, il y a eu les élections régionales. Déjà aux élections régionales, j'avais demandé qu'on propose aux Français des mesures plus énergiques que celles qui sont aujourd'hui proposées. Je n'avais pas été entendu. Aujourd'hui, il y a le référendum. Je pense que maintenant, la crise est tellement grave qu'il n'y a que l'élection présidentielle qui permettra de la dénouer. Parlons encore de François Fillon, le citoyen, l'homme politique, l'ancien ministre. Pour l'ancien ministre de l'Éducation, donc, vous êtes, comment vous regardez l'avenir de votre réforme, la réforme Fillon? Les décrets d'application ont été suspendus pour l'instant. J'ai entendu le Premier ministre dire que la loi serait appliquée et j'espère que ce sera le cas parce que vous savez, depuis 20 ans, toutes les réformes de l'éducation nationale ont échoué. Soit qu'elles aient été retirées avant que le ministre ait été congédié, soit que le ministre ait été congédié. Ça fait 2 fois que vous dites congédié, donc on sent quand même si la colère n'est pas passée. Je pense que ça n'est pas en changeant le visage des ministres, en particulier de ceux qui se sont attaqués aux réformes difficiles, qu'on montre la fermeté et l'autorité de l'État. Nous sommes dans un pays qui a besoin de dialogue, qui a besoin de concertation, je suis le premier à le dire, mais nous sommes aussi dans un pays qui a besoin de repères et d'autorité. Et s'agissant de l'éducation nationale, mettre des repères et de l'autorité dans ce ministère, c'est une œuvre de salut public. Donc c'est une blessure pour vous, peut-être, que cette loi ne poursuive pas, en tout cas, c'est surtout son terme. C'est surtout pour le pays. Vous savez, quand on voit que le niveau de notre école, par rapport aux autres pays européens, baisse régulièrement depuis 10 ans, on ne peut pas rester comme ça les bras ballants. Alors, vous étiez précisément à l'UMP aujourd'hui. Vous avez entendu comme nous à la tribune Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin. Est-ce que vous dites, l'union comme eux d'ailleurs, l'union fait la force? Est-ce que vous croyez à ce mariage de raison? Je crois que c'est très important. Vous allez le soutenir? Je vais soutenir naturellement le gouvernement. Je trouve que Dominique de Villepin a fait une bonne déclaration de politique générale, qu'il y a des mesures, notamment s'agissant de l'emploi, qui sont des mesures qui, je crois, seront efficaces. Et donc moi, je vais le soutenir et je souhaite que le parti soit derrière le gouvernement. Mais je pense aussi qu'il faut que le parti soit suffisamment libre pour engager dès maintenant la préparation d'un projet politique. Alors là, vous parlez de la présidentielle de 2007. Parce que je pense qu'on ne dénouera pas la crise de confiance entre le peuple et les dirigeants, simplement avec des mesures. Donc Nicolas Sarkozy, lui, il a fixé le calendrier. Voilà. Donc, ni trop tôt, ni trop tard, vous pensez que c'est le bon tempo? Il faut maintenant, à partir de maintenant, qu'on rentre dans une phase de préparation du projet présidentiel. Et c'est une des tâches qui va être la mienne. Et puis ensuite, il y aura le moment du choix du candidat. Ce moment que vous soutiendrez, que je soutiendrai naturellement, et que les militants désigneront, comme c'est la règle dans un parti démocratique. Qui est pour vous le chef de la majorité aujourd'hui, parce que vous disiez que vous aviez, c'est vrai, une liberté de parole? Je pense Nicolas que Sarkozy c'est un des problèmes qu'il faut aujourd'hui éclaircir. Il ne peut pas y avoir 2 chefs de la majorité. Pour moi, le chef de la majorité, c'est le chef du parti majoritaire. Merci François Fillon d'avoir répondu à nos questions. Le Parti communiste tenait également son conseil national après la victoire du non au référendum. Marie-Georges Buffet qui compte bien amplifier l'impulsion du débat à gauche. Le Parti communiste qui présentera un candidat à la présidentielle de 2007. Julien Beaumont, Arnaud Wurst. Pas question de rester immobile. Au Parti communiste, l'après-référendum, c'est tracts et discussions au coin de la rue, un PC qui retrouve des couleurs. Il y a une effervescence après ce nom qui n'est pas respecté, le verdict qui n'est pas respecté, les pétitions qui sont signées, les débats qui continuent à avoir lieu pour voir comment on poursuit. Une pétition pour lancer des renégociations sur la Constitution. 30 signatures en 2 heures, c'est bien la preuve qu'ici on y croit, notamment dans l'électorat de gauche.
Il faut effectivement que la gauche se rassemble et qu'on écoute de façon beaucoup plus importante ce que le PC a à dire et ce que les petits partis de gauche ont à dire. Bien, chers camarades. Message bien reçu au siège du Parti communiste. Les 150 responsables des fédérations sont réunis pour un conseil national plutôt détendu. Ah, enfin, ils vont montrer des compos heureux. Et c'est vrai qu'ils ont de quoi sourire. 3200 adhérents en plus depuis janvier, des scores que le parti n'avait pas connus depuis bien longtemps. Une force dont le PC veut se servir pour rester le chef de file du nom. Les gens ont peur que chacun reparte chez soi. Les gens ont peur que ce qu'ils ont construit soit quelque part maintenant mis un peu sous le boisseau et puis que chacun reparte s'occuper de sa propre maison. Mais moi j'ai envie de dire on continue mais on élargit encore. C'est toute la gauche qu'il faut qu'ils viennent avec nous. À l'élection présidentielle, le PC aura son candidat. Mais d'ici là, la prochaine étape c'est le 16 juin, date du Conseil européen à Bruxelles. Les communistes invitent les sympathisants du Parti socialiste, des Verts, de la LCR à une manifestation, preuve que le non-PC veut garder sa place au soleil. Le Parlement des enfants, comme chaque année, réuni à l'Assemblée nationale pour cette 12e édition. Près de 600 élèves de CM2 ont élaboré des propositions de loi. Une d'entre elles a été adoptée. Elle concerne la pollution provoquée par les sacs en plastique et rend donc obligatoire ou rendrait obligatoire les sacs biodégradables. C'est lundi que le Salon du Bourget ouvre ses portes, d'abord aux professionnels, puis à partir de vendredi au grand public. Des dizaines de milliers de passionnés s'y donnent rendez-vous tous les 2 ans. Dernière répétition de ces démonstrations aériennes qui font le succès du Bourget. À la parade dans le ciel des avions militaires et des avions civils. Avec en vedette l'A380, nous vous proposons de pénétrer en avant-première à l'intérieur de ce géant désert, plus précisément dans le cockpit au moment du décollage. Michel Drucker, demain soir à 20h50, lui consacre une émission spéciale, extrait choisi avec Nicolas Châteauneuf. Un dernier coup de chiffon sur le pare-brise avant le grand vol. Dans quelques minutes, l'A380 va décoller pour la première fois. Tout a été prévu, même le pire. Donc ça, c'est les gilets de sauvetage. Ce 27 avril au matin, 6 hommes montent à bord de l'appareil. Leur mission, faire décoller le plus grand avion de ligne du monde. Il ne faut pas être pilote d'essai et avoir peur en permanence. Mais il faut être d'une très très grande méfiance. Et c'est souvent là où on reconnaît les anciens qui sont un petit peu plus méfiants que les plus jeunes. À bord, beaucoup d'électronique et une équipe de télévision pour filmer un moment historique. On les clear. Tu ne veux pas alléger les pilotes, moins à moins 5. Je vais virer les pilotes. On va virer les pilotes. Tu vas pas être content, Je suis prêt à démarrer les moteurs. Tu vas démarrer en attendant. Allons-y pour les moteurs. 15 ans de recherche, 12 milliards d'euros, des milliers de personnes impliquées. C'est l'heure du verdict. 3, 2, 1, top. Attends, on dit. Décollage. Depuis son premier décollage, l'A380 a volé pendant près de 100 heures. C'est donc un avion tout jeune qui atterrira demain matin sur les pistes du Bourget. Ici derrière, c'est très confortable, c'est comme pas beau. Non, bah ça y est, on est familier. Hein. Bon, est-ce que vous voulez faire autre chose? Image à présent étonnante de ce pan de montagne qui a été dynamité hier soir. Une opération exceptionnelle avec 800 kg d'explosifs disséminés dans 200 cavités. À 20 km de Grenoble, ce morceau de montagne risquait un jour ou l'autre de s'effriter. 2500 mètres cubes de roches devront maintenant être évacués. En Grande-Bretagne, l'anniversaire d'Elisabeth II qui fête ses 79 ans. La reine, tout en bleu, a passé en revue les troupes d'élite de l'armée et Camilla et le prince William, ensemble, ont participé pour la première fois à la cérémonie. Claude Sampère, Dominique Marotel. C'est chaque année le même cérémonial, réglé au millimètre près. La grande parade Trooping the Colours pour célébrer l'anniversaire de la reine. Elisabeth II d'Angleterre fête cette année ses 79 ans. Elle est née le 21 avril 1926 et chaque année, au début du mois de juin, a lieu le traditionnel défilé des couleurs en son honneur. Une grande parade suivie par le Premier ministre et sa femme, par des centaines de milliers de Britanniques et de très nombreux touristes.
je trouve que c'est fantastique de pouvoir garder des traditions comme celle-ci, c'est extraordinaire. Moi, ça représente l'Angleterre. Bon, ça fait un peu... C'est peut-être un petit peu kitsch, un peu années 80, mais moi, ça me plaît pas mal. Ils sont très pittoresques, très beaux. C'est merveilleux. Pour rien au monde, je n'aurais manqué ça. Comme tous les ans, les 7 régiments royaux défilent chacun leur tour devant leur souveraine. Mais cette année, la reine Elisabeth II d'Angleterre avait surtout décidé de mettre à l'honneur les gardes irlandais. Ce sont eux qui se trouvent à l'heure actuelle engagés dans la zone sud de l'Irak. Il est toujours difficile pour le grand public d'imaginer que derrière ces soldats de parade avec leurs tuniques rouges et leurs célèbres bonnets noirs à poil d'ours se cachent de véritables soldats. En plaçant les gardes irlandais aujourd'hui au centre du défilé, la reine a tout simplement voulu rappeler qu'ils accomplissent chaque jour une tâche très difficile en Irak. De l'opéra en plein air avec la Traviata, une série de représentations exceptionnelles dans des lieux uniques, comme ici près d'Évreux, dans la cour d'un château du XVIIIe siècle, sur scène de jeunes artistes lyriques. Abdel Mostefa, Daniel Lévy. Au château du Champ de Bataille, on en a vu défiler depuis le XVIIIe siècle, alors on sait recevoir. Côté cour, Violetta a invité tous ses amis. Côté jardin, le propriétaire des lieux joue les ambassadeurs, sans chocolat mais avec des bras. Tu rentres là, c'est encore le mieux. Tu rentres par là et tu vois les rêves. Jacques Garcia, à la fois maître de cérémonie et décorateur pour cette Traviata. J'ai essayé d'intégrer ici l'architecture la plus somptueuse de l'endroit, qui est le grand arc de triomphe du fond de la cour, avec un décor pour la gloire. C'était assez facile. Il suffisait de le déguiser d'une manière un peu à la mode pour qu'on ait l'impression que Coco Chanel s'est installé là-dedans avec de la panthère. Voilà pour la déco. Pour la mise en scène, le chroniqueur mondain Henri Jean Serval a voulu la plus contemporaine possible. Chaque fois, il y a eu un scandale avec la Traviata. Ça montrait des mœurs dissolues. Donc aujourd'hui, plus personne n'est choqué de voir une femme qui vit de ses charmes avec des vieux messieurs fortunés. Donc il faut choquer, ou choquer du moins interpeller un peu les gens et les faire en sorte que ce ne soit pas un spectacle à l'ancienne, somptueux et tout. Et pour rendre actuelle l'histoire de cette femme qui baigne dans la légèreté avant de brûler d'amour, ce n'est pas une phtisie, mais le sida qui emportera Violetta. Violetta, terrassée par le virus 26 fois cet été, dans différents châteaux de France et de Belgique. Pour essayer de marbre, il n'y aura guère que quelques cœurs de pierre. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. On se quitte sur ces images du Stade de France à quelques minutes de la finale de rugby qui opposera le Stade français à Biarritz en direct, bien sûr, sur France 2.